Bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. 9 tirailleurs vétérans des guerres d'Indochine et d'Algérie ont quitté ce vendredi Paris pour Dakar. C'est un aller sans retour. Ils rentrent au Sénégal sans perdre leur allocation minimum vieillesse de 950 € par mois. Un pas de plus vers la reconnaissance de leur statut. Au Soudan, presque 15 jours après le début des combats, la situation humanitaire reste préoccupante. Selon l'ONU, près de 270 000 personnes pourraient affluer au Tchad. Alors pour aider le pays à faire face à l'arrivée de ces réfugiés, l'organisation onusienne s'est engagée à débloquer 3 millions de dollars. Et au Cameroun, dans les ateliers de sérigraphie et fabrication des gadgets de bureau, l'activité est au quasi-ralenti cette année. En raison de l'inflation, les commandes se comptent sur le bout des doigts. Incursion dans quelques-uns de ces ateliers au chômage forcé. C'est un pas de plus vers la reconnaissance tardive de leur statut. Ils sont 9 tirailleurs vétérans des guerres d'Indochine et d'Algérie à pouvoir rentrer au Sénégal sans perdre leur allocation minimum vieillesse de 950 € par mois. Avant cela, ils devaient rester au moins 6 mois sur le territoire français pour toucher leur pension. Mathieu Nicolas. Après un long parcours du combattant et des années de bataille avec l'administration française, ils vont enfin pouvoir rentrer à la maison. Ils sont 9 et ils ont tous combattu pour la France, les tirailleurs sénégalais. Âgés de 85 à 96 ans, ces tirailleurs sénégalais se sont envolés vendredi pour un retour définitif au Sénégal grâce à une aide de la France et après une bataille administrative pour faire reconnaître leur sacrifice. J'ai donné à la France, premièrement, mon sang, je n'ai pas saigné, ma jeunesse, la mémoire que j'ai, parce que j'oublie tout actuellement, j'oublie tout. Je suis vieux. Ces vétérans ont combattu pour l'armée française, principalement dans les guerres d'Indochine et d'Algérie, et pour certains ont été déployés au Cameroun et en Mauritanie. Auparavant, ces tirailleurs étaient obligés de passer au moins 6 mois par an en France, dans un foyer loin des leurs, pour avoir droit à leur pension. Aujourd'hui, ils n'auront plus besoin de revenir en France et ils bénéficieront toujours de leur allocation minimum vieillesse de 950 € par mois. C'est une victoire. Une deuxième victoire après la guerre, vous nous permet de rentrer chez nous. Tout en perçoit nos allocations de vieillesse, on va bien vivre là-bas. C'est pas à mon âge de marier des femmes en pagaille. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais vivre, je vais manger. Oui, ça, si on vous permet de rentrer chez vous, de bien vivre, hein, de vous promener un petit peu dans le village, mais c'est un paradis. Ce retour des tirailleurs sénégalais au bercail, il a aussi été rendu possible grâce à Aïssata Seck, 43 ans, petite fille d'un tirailleur et présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. 10 ans qu'elle lutte pour ses anciens. Aujourd'hui, c'est une victoire. Ils vivaient dans un foyer, dans 7 mètres carrés, sans sanitaire dans les chambres, en faisant leurs courses tout seuls, sans leur famille. Ça m'a déjà interpellée parce que je me dis, ils ont combattu pour la France et ils vivent dans des conditions indignes. Et la deuxième des choses, c'est évidemment, ils ont contribué à notre liberté. Et se dire qu'aujourd'hui, l'État français ne reconnaît pas cela en ne leur permettant pas d'être français, ça a été pour moi inconcevable, ça a même été un choc. Et c'est même cette phrase qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai mené ces combats et que je continue à mener ces combats. Les tirailleurs, un sujet qui a fait beaucoup parler il y a quelques mois, notamment avec la sortie du film Tirailleurs d'Omar Sy, un film qui leur rend hommage. Longtemps sous-estimé, voire ignoré, l'histoire des tirailleurs sénégalais symbolise les relations complexes que la France a entretenues et entretient encore avec ses anciennes colonies. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a annoncé jeudi l'arrestation de 10 de ses combattants par l'armée malienne et Wagner le 23 avril dernier dans la région de Ménaka, dans le nord du Mali. La coordination précise que ces combattants étaient munis d'un ordre de mission. Selon le porte-parole de la CMA, la patrouille a également procédé à la séquestration de populations civiles, les dépossédant d'une importante somme d'argent et affirmant que pour apaiser la situation, la CMA avait opté pour un règlement à l'amiable en donnant la chance à une initiative locale pour obtenir leur libération.
Et dans le contexte du conflit armé au Soudan, ils sont plusieurs dizaines de ressortissants soudanais à fuir le pays, beaucoup allant vers le Tchad voisin pour aider ce pays justement à faire face à l'arrivée de dizaines de milliers de réfugiés. Ce vendredi, l'ONU s'est engagée à débloquer 3 millions de dollars d'après N'Djamena. L'annonce a été faite lors d'une audience accordée par le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, au représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari. Depuis le début des hostilités, pas moins de 20 000 personnes de différentes nationalités ont quitté le Soudan et se sont réfugiées au Tchad. Et justement, il pourrait être près de 270 000 personnes à fuir le Tchad et le Soudan du Sud, une estimation de l'ONU, alors que le cessez-le-feu de 72 heures conclu entre belligérants au Soudan sous l'égide des États-Unis a touché à sa fin. 10 jours après le début des combats, au moins 459 personnes ont été tuées. Mathieu Nicolas. Rassembler ce qu'ils trouvent pour en faire un abri, voilà le quotidien de milliers de personnes qui fuient le Soudan vers le Tchad. Depuis le 15 avril, date du début des combats au Soudan, des hommes, des femmes et des enfants ont pris la route de l'exil forcé. Direction le Tchad, pays voisin et frontalier. Il n'y a pas de sécurité. Nous avons fui du Soudan vers le Tchad. Nous voulons être en sécurité. Il n'y a pas de sécurité au Soudan. Nous sommes venus sans rien. Nous avons besoin de tant de choses pour survivre. Nous sommes très fatigués. Nous sommes venus pendant le Ramadan sans nourriture ni eau. Les réfugiés sont accueillis par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui intensifie ses efforts pour aider les personnes en quête de sécurité dans les pays voisins du Soudan. Mais le nombre de réfugiés est si grand que parfois, tout le monde ne bénéficie pas de l'aide du HCR. Depuis le début des combats, au moins 20 000 réfugiés ont traversé la frontière vers le Tchad. Nous n'avons ni eau, ni nourriture, ni matelas pour dormir. Certains d'entre nous sont malades et ont besoin de soins médicaux. Nous sommes fatigués et affamés. Nous ne pouvons pas revenir en arrière car ce n'est pas sûr. Ils ont pris tout ce que nous possédions, nous ont tiré dessus et ont brûlé des maisons. Le HCR, justement, alerte sur les conditions précaires des familles qui affluent au Tchad. Mais d'autres qui viennent de la ville de Goïta, ils n'ont rien, ils ont perdu tout. Tout a été brûlé de l'autre côté, ils n'ont rien. Et les femmes nous ont dit qu'ils ont besoin de nourriture, en tout cas. Ils disaient Akil, ma fille. Mais la question d'eau c'est plus qu'urgent. On doit faire quelque chose parce que des pertes de maladies hydriques et des dysenteries, des diarrhées et consorts. En tout cas, il faut qu'on essaie dès qu'on rentre, qu'on essaie de mobiliser les ressources qu'on a pour essayer de monter une réponse. Une réponse qui doit être rapide. L'afflux de réfugiés pourrait s'intensifier. Le HCR s'attend à l'arrivée d'au moins 100 000 personnes supplémentaires. À Khartoum, comme dans d'autres zones du pays, les combats font toujours rage entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Jeudi, la violence des affrontements a même franchi un nouveau palier avec des destructions, des pillages au Darfour et d'intenses bombardements à Khartoum, la capitale. Et la poursuite des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont poussé 20 000 Soudanais à fuir vers les pays voisins, notamment le Tchad, qui abrite déjà plus de 600 000 réfugiés, dont 400 000 originaires du Soudan. Les autres pays d'accueil sont la RDC, l'Éthiopie et le Kenya. Selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 80% des déplacés sont des femmes et des enfants qui traversent les frontières seuls et arrivent dans un état de malnutrition et s'entassent dans des asiles à ciel ouvert. On écoute à ce propos Abdou Diang, le coordinateur résident par intérim et coordinateur humanitaire au Soudan. There are lots of mediators trying to bring the two parties to discuss. Il y a beaucoup d'initiatives qui tentent d'amener les deux parties à discuter et à trouver une solution pour mettre fin à cette guerre que je qualifierais de folle. De nombreux cessez-le-feu ont été adoptés, mais n'ont pas été respectés. Mon appel aujourd'hui n'est pas seulement que le cessez-le-feu doit être respecté, mais notre message de plaidoyer
est d'ouvrir différents couloirs humanitaires pour permettre aux humanitaires d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Humanitarian to bring assistance to those who need it. Et ouvrons à présent notre série consacrée à la fête du travail au Cameroun dans les ateliers de sérigraphie et fabrication des gadgets de bureau. L'activité est quasi morte cette année en raison de l'inflation. Les commandes se comptent sur le bout des doigts. Incursion dans quelques-uns de ces ateliers avec Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo et Siangui Joy. Chômage obligatoire dans cet atelier de sérigraphie numérique situé non loin du centre-ville de Yaoundé. Le propriétaire n'enregistre qu'une seule commande pour le 1er mai, celle-ci, une vingtaine de t-shirts et de casquettes. Un véritable fiasco. Cette année est complètement nulle. Il y a zéro travail cette année. Depuis un mois, j'essaie de mettre quelque chose sur la corde dehors pour attirer les clients. L'année dernière, j'avais quand même eu un petit 250 000 qui m'a fait un peu sourire. Cet appareil s'appelle la presse à t-shirt. Elle a été transformée en placard en attendant désespérément d'être utilisée pour les commandes de dernière minute. Les teintures aussi ont perdu leur couleur et ont un aspect viégeux. Pour Patrice, aucun miracle n'est possible à quelques jours de la célébration. Moi, je ne vois pas la société qui s'est préparée pour fêter le 1er mai venir dans quelques jours. J'ai la charge même dans mon village, dans ma famille. Je suis la tête de ligne dans la famille. Donc, je ne me vois pas en train de continuer à ce rythme. Nous nous rendons à présent dans un autre atelier, au service plus large, situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2. En plus de la sérigraphie, celui-ci est spécialisé dans la reprographie et la fabrication des gadgets de bureau. Détrompez-vous du bazar, là aussi, l'activité est au ralenti. L'entreprise démarre la semaine avec une commande express d'un de ses fidèles clients. Nous proposons des produits à haute valeur ajoutée pour permettre aux entreprises de se démarquer. Les entreprises n'ont pas beaucoup commandé comme elles le font souvent. Les entreprises crient à la crise et disent que c'est dur, il n'y a pas d'argent dehors, on ne peut pas commander autant qu'on... Cette année, les travailleurs camerounais ont accordé peu d'intérêt aux festivités du 1er mai. La célébration a perdu son engouement d'antan à cause du coût de la vie et de nombreux secteurs sont aujourd'hui au bord de la ruine. Retour en France, à quelques jours de la fête du travail, le 1er mai, les syndicats appellent à une mobilisation qu'ils espèrent massive pour exiger toujours le retrait de la réforme des retraites. En réponse, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prévoit de déployer au moins 12 000 forces de l'ordre, parmi lesquelles 2 000 policiers et gendarmes partout en France et dont 5 000 à Paris. On vient de le dire, le 1er mai sera l'occasion pour les syndicats de réclamer le retrait de la réforme des retraites passée en force et tenter de faire changer le gouvernement de cap. Écoutez à ce propos Sophie Binet, elle est la patronne de la CGT. Nous regardons avec beaucoup d'attention ce qui se passe à l'Assemblée nationale puisqu'une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites a été déposée et sera examinée le 8 juin prochain et que nous appelons tous les parlementaires à voter cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui pourrait permettre de sortir par le haut de la crise puisqu'on le voit bien, comme la CGT le martèle depuis des semaines, il n'y aura pas de retour à la normale tant qu'il n'y aura pas de retrait de cette réforme des retraites qui crée un climat de défiance profond dans le pays et qui fait qu'aujourd'hui le gouvernement n'a plus ni majorité sociale ni majorité politique pour réformer le pays. Il faut retirer la réforme des retraites et donc nous appelons tous les parlementaires à voter pour cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui sera examinée le 8 juin prochain à l'Assemblée nationale. C'est un rendez-vous déterminant. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisée par Noen Dong, Ahmed Chignou et Mathieu Nicolas. La situation dans la ville libyenne de Zaouïa, à 45 km de la capitale Tripoli, s'est extrêmement tendue ces derniers jours après que des affrontements ont éclaté entre des groupes armés sur fond de tensions mêlant des migrants subsahariens. Plusieurs quartiers auraient connu des rassemblements protestataires suite à la diffusion de certaines vidéos sur la toile montrant des citoyens libyens torturés et humiliés par des migrants subsahariens appartenant à des groupes armés rivaux. Des manifestants auraient bloqué des routes dans la nuit de mercredi et jeudi en signe de protestation contre la détérioration de la situation sécuritaire dans la ville.
Des forces de la côte ouest de l'armée libyenne ont été déployées à Zawiya pour maintenir le calme en coordination avec les habitants, d'après les médias locaux. Le pape François a entamé ce vendredi une visite de 3 jours en Hongrie où il a rencontré le Premier ministre nationaliste Viktor Orban. Un déplacement dans le contexte de la guerre en Ukraine et la thématique migratoire. Malgré des visions communes, notamment sur la famille, les positions des deux hommes divergent sur divers sujets. C'est le cas en matière de politique d'immigration et des droits des réfugiés. Le pape ne cesse de plaider pour un accueil bienveillant des réfugiés depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais Viktor Orban, soucieux de maintenir des liens avec Moscou, se garde de critiquer le président russe, Vladimir Poutine. Moscou a affirmé vendredi avoir mené des frappes contre des objectifs militaires en Ukraine. Au moins 19 personnes auraient été tuées, 17 à Ouman, dans le centre, et 2 à Dnipro, au centre-est, dans une salve de missiles ayant notamment touché un immeuble d'habitation. Le ministère russe de la Défense a affirmé que toutes les cibles assignées ont été atteintes. Moscou dit avoir bombardé des points de déploiement temporaire des unités de réserve des forces armées ukrainiennes. Ce vendredi, Kiev a laissé entendre que la phase préparatoire de sa contre-offensive d'ampleur s'achève. Et avant de nous quitter, un détour par la République démocratique du Congo, à Gbadolité. On vous emmène voir les ruines d'un château pas comme les autres. Il appartenait à Mobutu. Un peu plus de 25 ans après la chute du dictateur, visite guidée des vestiges de sa luxueuse résidence. On le surnommait le Versailles de la jungle. C'est sur cette colline qu'au temps de sa splendeur, le maréchal Mobutu s'était fait ériger un somptueux palais. 25 ans après sa chute, il ne reste plus qu'un tas de ruines à Kawele, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. 2 guerres civiles sont passées par là. Si le palais est dans cet état, c'est parce que la crise bat son plein dans le pays. S'il n'y avait pas de crise, la maison de feu Le Maréchal ne serait pas aussi délabrée. L'accès est ouvert à plusieurs endroits. Les voleurs viennent de partout, de Wamba, de Ngoloma, pour piller. Difficile aujourd'hui d'imaginer que les grands de ce monde ont défilé ici, reçus avec faste par celui qui a dirigé l'ex-Zaïre d'une main de fer pendant 32 ans. À l'exception de ce buste installé devant la mairie de son ancien fief de Gbadolite, rien ne rappelle vraiment ici le maréchal Mobutu, mais dans la tête des habitants, il est toujours présent et tous en parlent avec une certaine nostalgie. On me racontait que le président Mobutu n'autorisait pas l'usage du téléphone, mais le pays allait assez bien. Nos parents travaillaient, l'argent circulait, ça aidait pour nous élever. Oui, Mobutu était un dictateur, mais si c'était le prix à payer pour avoir un pays uni et fort, beaucoup en semblent ici convaincus. La dictature était là, qui a aussi ses mauvais côtés, mais qui a aussi ses bons côtés, qui nous a aidés pour que le pays, à son temps, évolue bien qu'il y avait la dictature. Mais maintenant qu'il y a la démocratie, moi je trouve qu'on a un recul parce qu'il n'y a pas respect des autorités de l'État. Et la dictature Mobutu était aussi le meilleur rempart contre les attaques extérieures, regrette cette ancienne collaboratrice du maréchal. Le président Mobutu a défendu l'unité nationale. Comme je venais de le dire, nous avons 9 voisins. Aucun voisin n'a jamais osé prendre un seul parti de notre territoire, comme on le voit aujourd'hui. Renversé le 17 mai 1997 par la rébellion de Laurent Désiré Kabila, le maréchal Mobutu, qui souffrait d'un cancer, est mort 4 mois plus tard au Maroc, où se trouve toujours sa dépouille. Sa première épouse et plusieurs de ses enfants, eux, reposent à Gbadolite. Mais cette chapelle a été détruite et leur tombe profanée. Ils ont dû être inhumés à nouveau dans un cimetière voisin. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.